On va commencer. Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il n'y a pas de numéro. Clique seulement sur les deux boutons là, le bleu et le rose là. Ou bien tu cliques sur comment? C'est monter ou c'est participer. Un truc comme ça là. Demande, voilà. Et tu vas monter en direct. Donc on va commencer. S'il vous plaît, allez droit au but. Pas trop de... On perd pas trop de temps. Et voilà. Essayez d'être poli dans les commentaires. Et ceux qui montent aussi, essayez d'être poli avec ceux qui sont dans les commentaires. Et partagez. On va commencer. DMG, c'est comment? Deux choses. Comment ça va? Ça va. Gars, j'essaye de zoom dans ton live depuis mon frère, il n'y avait pas moyen. Mais là, il y a trop de bruit derrière toi. Tu es seulement au cinéma. Il y a le bruit derrière toi. Attends, il file en toi, c'est vraiment ça. Bon, tu m'écoutes maintenant? Ouais. Voilà. Bon, l'histoire que je vais te raconter, c'est l'histoire que ma tante m'a racontée, tu vois un peu. Son ami, sa mater vendait les beignets, tu vois un peu. Donc, sa mater, tous les jours, jugeait sa fille que voici tes amis. Tous les jours, elle a les dos. Toi, tu es là, tu ne fous rien dans ta vie. Tous les jours, sa mater fait qu'elle a critiqué. Un jour alors, la go pas voir son ami qui avait l'argent là. Elle lui demande que, mais ma copine, tu fais comment? Tous les jours, voici ma mère ici là qui me dit que je ne fous rien de ma vie. Donc, sa fille dit que, son ami dit que, ma copine, est-ce que ce que je m'avais fait, tu vas supporter? Elle dit que, maman, comme tu me vois là, je ne peux plus rien faire parce que voici ma famille, c'est là qui me critique tous les jours. Voilà, elle dit dans un rendez-vous que bon, trouve-moi à tel endroit à 14 h. Voici alors que la go part suivre sa copine, Kounya go rendez-vous. Et d'une une grande maison. Et voit les hommes alignés. On lui dit que bon, comme tu es la bienvenue ici, va dans la chambre, la première chambre que tu vas voir au fond du couloir. Entre seulement là-bas. Et la personne que tu trouves là-bas, couche avec lui. Après, tu ressors. La go d'abord se pose les questions. Elle dit que merde, je pars où comme ça? Elle suit aussi, non? Elle est dans la salle. Elle a trouvé le serpent sur le lit. La go est en train de prier que merde, je vais faire comment? Je suis ici là perdu. Je ne sais pas comment elle va faire. C'est la go qui raconte ça avant de d'ailleurs. Attends, te raconte la suite. Elle est là, elle est en train de tourner dans la pièce. Elle tourne, elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Perdue seulement dans les problèmes. Elle est en train de réfléchir, elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Un monsieur donc alors, je ne sais pas comment, je ne sais pas bien comment le monsieur a fait pour entrer dans la chambre. Il faisait aussi partie de la secte. Il vient et dit que quand je te vois là, j'ai seulement pitié de toi. Comme tu vois la route, cours seulement, sors, ne te retourne pas et ne dis pas ce que tu as vu ici là. Parce que ce sera à tes risques et périls. Elle aussi alors, Nanga, elle a seulement pris le chantier, elle a fui. Arrivée maintenant au quartier, elle commence à crier devant sa mère. Oh, tu m'as vendu, oh. Tu m'as vendu, oh. Tout ça, c'est à cause de toi. Tu m'as envoyé faire ce que mon ami faisait là-bas. Me voici maintenant. Quand elle a commencé à raconter l'histoire, là, elle commençait à pourrir. De la pente des pieds jusqu'à la tête. Dès qu'elle a fini de raconter l'histoire comme ça, là, bang, elle est tombée en ses coques, elle est d'ail. Oh, l'histoire est passée, ça a fait tout ce que ça voulait faire là-bas. Non, c'était ma part là-bas. Merci beaucoup pour l'histoire, Lucius. En vrai. Ensemble. Comme quoi, il ne faut jamais envier les gens. Les parents sont toujours là. Oh, tu ne peux pas faire comme l'enfant de Bertin. Tu ne peux pas vous comporter comme les enfants de Masayo. Tu ne sais pas ce que les gars vivent chez eux, mais tu veux quand même que tes enfants soient comme les enfants des autres. Donc, prenez le message là. C'est dangereux de faire ça. Parce que si vos enfants commencent à vous dire aussi que tu ne peux pas se donner un de bien comme Masayo donne à ses enfants, ça va être un autre problème, un autre débat à la maison. Pas taper l'enfant pour rien. Ou tu parles comme ça à qui? Tu parles comme ça à qui? Bonsoir. Bonsoir, Scott. Bon, mon histoire m'a été racontée par mon grand frère. C'est pas long. C'est un truc court. En fait, il fréquentait au lycée de Daïdo, non? Monsieur. Viens te suivre, tonton. Allô? Ouais.
Il fréquentait au lycée alors, le gars, il faisait terminal, il avait une go. Il a un léger dossier de seconde qui gérait quoi ça. La go lui donnait les dos tous les jours, tous les jours. Chaque fois, il dit à la go que il va venir chez toi. Il veut voir ta mère fait comment. La go ne fait que refuser que non, ne veut pas que tu viennes chez nous. Elle affirme que ça venait chez nous tous les temps. Le gars dit que mais c'est même qu'une fille qui a les dos qui sont avec, qui veut voir sa mère, elle ne veut pas. Un jour alors, le gars, il faut de la go. La go était venue à la maison un jeudi. Elle lui dit qu'il rentre, il dit ok. Il me dit que mon petit il arrive. Il dit ok. Il suit la go, il suit donc la go. Le gars arrive donc chez eux. Dès que la go zoom, il laisse même 30 minutes tôt. Puis le gardien ouvre, il dit tu cherches qui? Il donne le nom. Il veut tel le nom de la fille qui ça. Le gardien lui dit petit, tu es sûr que quelqu'un t'a demandé de venir ici? Le gars dit que non, il veut voir les parents de la maison. Comme tu es bon, le gardien est plutôt allé appeler la go parce que le gardien sait ce qui se passe à la maison. C'est où la go vient voir mon grand, il dit à mon grand que s'il est sage, il commence à fuir. Lui, il veut tout jouer. Les gars te tuent, les gars mourent. Il reste. C'est où la go lui dit donc que chez eux, le lundi et le jeudi, on mange le caca. Donc il est venu un mauvais jour. Et où il est là, si les parents le voient, il est mort. Soit il mange, soit il meurt. La go lui a dit que donc, où tu es là, comme tu te tournes là, comme tu rentres, ne viens plus jamais. Oublie-moi. Une semaine après, elle était morte. Elle n'est plus jamais revenue au lycée. Jusqu'aujourd'hui, mon grand ne s'est pas remis. Il est toujours là. Bon, pour vous dire que si quelqu'un t'aime bien, elle t'interdit de venir chez elle. Il faut respecter, il ne faut pas venir chez elle. Elle a ses raisons. C'est tout. Merci beaucoup pour l'histoire, Scott. Bonsoir, Hope. Allô, bonsoir DMG. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, moi, ça va pas être trop long. Moi, je suis depuis la première histoire jusqu'à la 205 aujourd'hui. Et c'est la première fois que je monte. Moi, ce que je voulais souligner, c'est parce que depuis que je regarde des histoires, j'entends plus le logement dans lequel j'habite, le propriétaire du logement, le terrain est par exemple hanté. En fait, il y a toujours des revendications sur le sol. Donc moi, j'ai voyagé, ça fait quand même longtemps. Et j'ai une nièce à moi qui m'avait appelée. Comme moi, je prie souvent. Je prie vraiment beaucoup. Et elle m'appelle parfois même la nonne et tout. Donc un jour, elle était chez elle, je l'avais appelée. J'ai dit non, ça va. Elle m'a dit non, ma mère, je ne vais pas bien. Puisque je suis la petite sœur à sa mère. Elle me dit non, ma mère, moi, je ne vais pas bien. Je dis tu ne vas pas bien. Pourquoi? Elle me dit non, au fait, depuis que je suis venue habiter où j'habite là, tout ce que je fais ne fonctionne pas. Je fais les concours, le dossier est maintenu, mais quand je pars, c'est pas moi qu'on voulait. Rien ne fonctionnait. Et comme le monsieur, il avait une concession, il vivait à l'intérieur et tout autour, il y a ses locataires. Donc, c'est une cour commune et il est là sur le terrain. Et donc, le monsieur lui-même, au fait, c'est lui qui était responsable des situations de ses locataires. Et vraiment, tous ceux qui étaient dans son terrain, rien ne fonctionnait, mais bon, après, bon, chacun disait, bon, ah, c'est pas grave, c'est peut-être la saison, c'est peut-être la saison. Et c'est comme ça, un jour, elle m'appelle plus tard. Elle me dit, non, je n'arrive pas à dormir. J'ai l'impression que quelque chose bondit sur mon toit. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans la maison avec moi. J'ai dit, ah, comment ça, tu as prié? Oh oui, j'ai prié. Mais vraiment, d'habitude, je ne supporte pas. Mais aujourd'hui, là, c'est trop. Là, je ne peux plus supporter. Et c'est comme ça qu'elle m'a dit, elle a commencé à prier dans la maison. Et du coup, comme je lui avais dit une fois qu'au fait, la parole a une force. Donc, comme tu dis que tu es dans la maison, tu payes chaque mois. Alors, tu déclares maintenant que comme ton pied est dans la maison là, peu importe Adam, peu importe Ève, ni le début, ni le commencement, tu n'étais pas là. Maintenant, tu prends autorité, tu dis, si c'est ton argent qui paye la maison là, rien ne peut plus venir troubler ton sommeil. Donc, elle a fait ça. Et quelques temps plus tard, les bruits étaient lointains. Et comme aussi elle a laissé, elle ne parlait plus, elle ne priait plus. Bon, pour elle, c'était déjà résolu. C'est comme ça, un soir, il revient avec force. Et le propriétaire, il est traduit praticien. C'est comme ça, vers 3 h du matin, comme moi, je ne dormais pas souvent, moi, j'étais éveillée vers cette tranche d'heure-là. Et c'est comme ça qu'elle et moi, on a commencé à prier. On a prié. On a fait peut-être 30 minutes comme ça, on priait. Après, j'ai dit, en tout cas, je ne sais même pas pourquoi tu t'inquiètes.
Moi, généralement, si je prie, je dis une seule chose. La parole est scellée parce que je sais que Dieu, il est là. Donc, je n'ai même pas besoin de rabâcher plusieurs fois la même prière ou me soucier. J'ai prié, c'est fini. Et c'est comme ça que moi-même, je fais ma prière, je dors. DMG, je n'ai juste eu le temps de m'allonger. Tu vois, le petit sommeil qui essaye de te prendre là. En fait, tu es à moitié endormi, tu es à moitié éveillé. Je sens quelqu'un qui pénètre par ma fenêtre, en fait. Vu que où il y avait mon lit, c'était à un coin. Et comme la maison a 4 coins, moi, mon lit est d'un coin, net en diagonale avec la fenêtre de ma chambre. Et la fenêtre de ma chambre est comme une porte, en fait. C'est comme une baie vitrée, comme ça. Et donc, il rentre par là. En fait, je vois bien l'ombre. Et en fait, avec l'ombre, la forme, tout, je vois le propriétaire d'où elle habite. Et quand je vais me retourner, vu que moi je dors, je tourne le dos à la fenêtre. Donc, ce qui fait que la lumière de l'extérieur fait que je puisse voir la fenêtre sur le mur que je regarde. Et donc, c'est là que je vois l'ombre, vu que l'ombre s'expose à la lumière qui vient de l'extérieur. Et quand je vois ça, je vais avoir le réflexe de me retourner. Mais quand je vais me retourner, une peur me saisit. Et ça me tétanise un tout petit peu. C'est quelque chose de 5 secondes. Et c'est comme ça que je crie Jésus. Quand je me retourne, c'est comme si l'ombre se dissipait et ça ressortait par la fenêtre. Mais voilà, maintenant, à 4 heures, je suis éveillée. Je prie. Mais je ne veux pas aussi arrêter de prier. Et c'est comme ça que je commence à prier jusqu'au petit matin. Quand 6 heures arrivent, j'essaie de me reposer. Et vers 10 heures, quand je me réveille, je relance ma fille. Je dis, en fait, après qu'on ait fini de prier, là, moi, j'ai voulu dormir, mais je n'ai pas dormi. Regarde ce qui s'est passé. La personne que j'ai vue, il est comme ça, comme ça. Pourtant, moi, je n'avais jamais vu le propriétaire de la maison. Mais par la silhouette et tout, quand quelqu'un est grand, même si l'homme se double de la taille de la personne, quand la personne écoute, même si l'homme se multiplie, l'homme n'est pas grand, en fait. Et j'ai fini de décrire comment il était. Et j'ai dit, elle m'a dit, quand c'est fini, 2 jours, le monsieur lui a demandé de sortir de la maison. Elle est sortie, elle est partie. Donc, pour résumer tout ça, c'est pour dire que cette histoire est vraiment réelle. Si peut-être toi, ça ne te dérange pas, c'est que, en fait, tu es accessible. Mais si ça commence à te déranger et que tu ressens quelque chose, c'est vraiment que ton esprit ne cohabite pas, ou bien ce qui est en toi ne cohabite pas avec ce qui est là. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Donc, parfois, quand on arrive quelque part, comme la parole de Dieu dit, en fait, pour chacun, peu importe ta croyance, quand tu arrives quelque part, la parole dit qu'il ne peut pas avoir 2 maîtres dans un même bateau. Donc, peu importe tout ce qui est assis là, comme c'est maintenant ton lieu là, tu dois prier et dire que tu prends autorité sur l'endroit. Donc, peu importe maintenant la force que la personne aura, la personne ne pourra pas agir. Pourquoi? Parce que tu as éteint la personne dès que tu es rentré. Mais quand on rentre comme ça dans un logement, c'est comme si on venait juste dormir chez quelqu'un et on va partir. Donc, on est sous l'autorité de la personne. On peut avoir des serpents mystiques qui viennent dans la maison. On peut avoir même des colis, les caméras, comme l'autre avait dit dans une histoire, les valises. Donc, ton propriétaire va te donner un tableau. Oh, il est beau, garde. Alors que c'est la caméra qu'il est venu mettre chez toi. Donc, tout ce que tu achètes, dès que tu donnes ton argent, maman dit souvent, l'argent, c'est le sang de la personne. Dès que tu as donné ton argent, de ta sueur, de ta transpiration, de l'effort de ton travail, la chose t'appartient, on ne peut pas venir te l'arracher. Donc, si tu n'attrapes pas ça, on va jouer avec toi. Donc, c'était ça mon histoire. Au revoir. On descend comment? Wow. Merci beaucoup, Ho, pour l'histoire. C'est pertinent tout ce que tu as dit là. Allez, au revoir. Bah, si y est. Dans les commentaires. J'espère que tu vas remonter avec d'autres histoires. Hein. Je suis là. Sigama, fais-moi descendre, s'il te plaît. Voilà. Bonsoir DMG, bonsoir toute la famille. Alors, Bonsoir. j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Alors, mon histoire que je vais partager aujourd'hui, c'est vraiment pour sensibiliser nos parents parce que dans les écoles publiques, il y a vraiment, c'est vraiment comment ça veut dire, c'est vraiment le terrain des personnes dans la loge, surtout les proviseurs. En fait, c'est une histoire qui s'est passée dans mon lycée il y a de cela plusieurs années. Je crois en 2008 ou 2009, comme ça. 2010, voilà. Une fois,
il y a l'un de nos professeurs, notre professeur de géographie, je vais taire le nom du lycée, c'est un lycée public à Douala, dans la ville de Douala. Il nous dit un vendredi, vous allez venir demain pour faire le cours de rattrapage, chose qu'il ne faisait jamais DMG, parce que c'est un professeur qui était toujours à jour avec ses cours. Donc, et ce qui est le plus étonnant, la veille, le vendredi, je vois un de mes camarades, on faisait la même classe au quartier. Je dis, est-ce que tu connais que demain, on a cours de rattrapage de géographie et tout? Il me dit, en tout cas, moi, je ne pars pas. En fait, il était déjà averti de ce qui devait se passer le samedi, parce qu'il y avait quelque chose vraiment de mystique qui devait se passer samedi. Il me dit tout simplement, je ne pars pas. Pourtant, il le savait. C'est comme ça que le lendemain, nous partons. On part samedi et je me rends compte que les élèves du second, à partir de troisième, second, premier, terminé, ils étaient déjà avertis de ce qui devait se passer au lycée le lendemain. C'est nous autres, les enfants de sixième en troisième, on n'était pas informés de la chose. C'est comme ça que nous venons le lendemain au lycée. Le professeur qui nous demande, qui nous avait demandé de venir faire cours, on se rend compte qu'il n'y a pas cours. DMG. À un moment donné, on voit les voitures se garer, des grosses voitures dont on avait l'impression d'être dans une exposition vente des voitures. Nous sommes les enfants, nous sommes ignorants, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer. On gare les voitures. Après, il y a des jeunes personnes qui se présentent devant nous, des très jeunes personnes DMG. Quand je te raconte l'histoire, je peux encore voir le film. Des très jeunes personnes, chacun se présente. Je suis pétrolier. Donc, chacun donnait vraiment sa profession. C'était des très jeunes personnes, mais c'était les membres d'une secte. Je vais taire le nom. Une grande loge, je vais taire le nom. Chacun se présente. Après, il nous fait savoir. Donc, c'était déjà tout préparé. En fait, ils avaient déjà préparé des stands pour ceux qui voulaient devenir docteurs dans les métiers de la vie, quoi. On avait déjà fait les stands. On dit les enfants, ceux qui veulent être docteurs, votre stand est de l'autre côté. Ils avaient déjà, donc c'était déjà tout préparé. DMG. Et ça, moi, j'avais pour objectif d'être docteur. Normalement, je suis partie dans le stade d'un docteur. Ils ont pris nos noms. On ne sait pour quelle raison ils ont pris nos noms DMG. Nous, les enfants ignorants, on a écrit nos noms parce que après là, il y a une liste qui circulait. Écrivez vos noms et vos prénoms et tout. Tout naïvement, on écrit nos noms, on écrit nos prénoms. Maintenant, lorsque nous avons terminé, chaque élève, chaque enfant raconte un peu son expérience, ce qui s'est passé dans son stand. Il y en a d'autres qui disent qu'on avait tellement peur. On nous parlait des choses vraiment très bizarres. Par exemple, avocat, quand tu meurs, on va t'enterrer avec l'habit noir. Donc, tout un charabia. C'est après qu'on s'est rendu compte d'MG. Et la même année, après que cet événement s'est passé ce samedi, cette année, il y a eu tellement de morts dans notre lycée DMG. Tellement de morts. Des enfants qui tombaient. On dit communément tomber Emmanuel. C'est ce qu'on dit communément au Cameroun. Il y avait tellement des enfants qui tombaient en train. Il y a eu tellement de décès. En fait, c'était le proviseur qui avait amené les membres de sa secte au lycée. Et nous, on inscrivait sur les bouts de papier. On ne sait pour quelle raison. Voilà. Et je me suis rendu compte que l'homme est vraiment méchant DMG parce que j'ai vu mon camarade de classe, on était au même quartier ensemble, on faisait la même classe, il était informé de la situation, il aurait pu me dire que non, demain, n'y va pas. C'est lorsque je suis rentrée que je me suis rendu compte que c'était déjà un plan déjà bien élaboré. Et nous étions là cible parce que les élèves du second degré, de troisième en terminale étaient déjà informés. Dans la petite histoire DMG, dans nos lycées publics en Afrique, c'est vraiment
comment est-ce qu'elle va dire, c'est vraiment le terrain des personnes vraiment mystiques, des personnes vraiment avec, voilà, qui sont dans les loges et tout, c'est la leçon. Et il y avait un de mes oncles enseignants qui dit souvent dans les lycées, les bancs qu'on met, en fait les nouveaux bancs, tu vois, les gens qui font comment est-ce qu'il va dire, qui font les dons des tables bancs. Il me fait comprendre qu'on exige toujours que ce sont les meilleurs qui s'assoient sur ces tables bancs-là. Voilà. Donc c'est un peu ça, je suis vraiment très émue parce que quand je pense à cette histoire, j'ai vraiment, en fait, la nostalgie et je prends peur. Donc c'est ça. Merci beaucoup pour l'histoire. NCS Fashion. Simplement. Dans les commentaires. Bonsoir. Oui, j'ai deux histoires. Bon, je vais commencer par celle du mauvais ami qui a failli tuer son copain. Donc, l'ami qui a été la victime, je vais le nommer Alain. Alain, en fait, c'était un jeune qui s'est débrouillé. À un moment donné, il y a eu des mouvements de DJ qui se sont développés un peu partout à Abidjan. Donc, Alain, lui, il avait son petit coin qui marchait vraiment bien. En plus d'être DJ, il a fait un petit coin où il pouvait faire la reproduction musicale, tout et tout. Et ça marchait très bien. Il avait vraiment beaucoup d'argent. Et chez nous, souvent, les après-midi ou les dimanches, enfin les week-ends comme ça, les jeunes se réunissent et puis font des tournois. On appelle ça des tournois des maracana. Les dimanches, là, pour un peu de décrassage et tout. Donc, Alain, il vient avec ses petites chaussures, on appelle les léquets, c'est des petites chaussures en plastique comme ça, on appelle ça léquets à Abidjan. Et il joue avec ça. À un moment donné, son ami lui dit, ah, j'ai pas envoyé mes chaussures. Si tu prends la pause, passe-moi tes chaussures, je vais rentrer pour jouer. Sans arrière-pensée, lui donne sa chaussure à son copain. Et quand l'ami finit de jouer, Alain récupère ses chaussures, il les porte. Le match fini, il rentre à la maison chez lui. Le lendemain, Alain commence à être malade. Il fait de la fièvre. Et au fur et à mesure, sa peau commence à craqueler. Jusque dans les paumes des mains, sous la plante des pieds, toute sa peau est devenue comme une peau de serpent. Sa peau est devenue comme une peau de serpent. Il n'arrivait plus à manger, il n'arrivait plus à tenir, il n'arrivait plus à se chausser, il n'arrivait même plus à s'habiller. Ses parents l'ont envoyé partout, à l'hôpital, chez les marabouts. Ça ne donnait rien. Tout son argent était pratiquement fini dans les dépenses, les déplacements. On lui dit par exemple, ah, il y a un bon marabout ici, ou bien il y a un guérisseur ici, ils s'en vont. Sa peau n'était pas nécrosée. Je suis du domaine médical, donc je connais la nécrose. Sa peau n'était pas nécrosée. Sa peau était craquelée comme la peau d'un serpent, à la limite même la peau d'un crocodile. Donc, à un moment donné, comme il ne sortait plus, bon, sa maman était désespérée. C'est comme ça, la copine d'une de ses sœurs qui est venue rendre visite l'a aperçue. Donc, elle a dit à la maman, ah, je connais un homme de Dieu, tout ça. Sa maman allait parler au petit. Alain, il dit, il ne veut pas. Il était découragé. Sincèrement, il attendait la mort maintenant. Donc, la fille, elle-même, elle a fait le déplacement, elle allait voir l'homme de Dieu. Que, ah, j'ai mon frère qui est malade et tout. Et puis, l'homme de Dieu, lui, il a fait le déplacement, il est venu jusqu'à la maison chez eux. Quand il est arrivé, comme ce n'est pas quelqu'un qui était sapé, tiré à 4 épingles, non, il avait porté un bermuda, une chemise en pagne et puis il avait mis une serviette au cou. Quand Alain l'a vu, il a dit non, ça là, c'est pour venir prendre mon peu d'argent qui reste. Il lui restait peut-être 3000 francs. Il prend l'argent et puis jette ça sur le serviteur de Dieu. Il dit, si c'est ça là, il veut, il n'a qu'à prendre. Mais le monsieur n'a rien dit. Le monsieur a prié pour lui. Et puis il a donné une poudre que ses parents n'ont qu'à prendre pour lui donner, il va se purger. Il lui a donné des parfums, de l'huile bénite et tout pour qu'il puisse utiliser. Et comme par miracle, quand il a commencé à utiliser, au bout de 2 semaines, il s'est totalement guéri. Sa peau même s'est reconstituée. L'histoire dont je parle là, il y a des gens dans le live, je pense qu'ils connaissent l'histoire et qu'ils connaissent même le jeune homme. C'est parce que j'ai changé seulement le nom. Donc c'est pour dire quoi? La confiance
zéro là. Ça n'existe plus. La confiance à 100% n'existe plus parce qu'il n'y a pas de risque zéro. Les mauvaises amitiés, ça existe. Tu peux même avec celui qui dit oui, c'est mon sang, c'est mon sang, c'est mon sang, c'est lui qui va te faire vraiment du mal. Donc voilà. Mais j'ai une deuxième histoire. Je peux monter ou bien je reviens. Je peux faire ou je reviens. Ok, ok. Si c'est encore bref comme ça, je peux continuer. Bon. Bref, comme ça là. Ok. Bon, je vais parler du monsieur qui avait son fils qui était sorcier. C'était un jeune. Son papa est décédé, donc il a hérité de tous les biens de son père, y compris les forêts, tout et tout. Quand il a fini d'hériter, en tout cas, les plantations, tout ça, ça donnait. Mais malgré ça, il y avait une certaine opposition du côté de sa famille paternelle. Pourquoi? C'est à lui, bon, il était l'aîné, donc c'était à lui que la gestion du patrimoine familial revenait. Donc le petit, il a commencé à bien les forêts, toutes les plantations, ça donnait. Et puis bizarrement, tout a commencé à péricliter. Et tellement, il était obligé, franchement, de vendre certaines forêts parce que tellement ça n'allait pas. Donc il a pris cet argent-là, il dit il va immigrer, il va aller en France. Il va aller en France. Donc, il a monté son dossier. Il a monté son dossier. Donc, quand on l'a convoqué à l'ambassade de France, en Côte d'Ivoire, pour qu'il parte, la dame qu'il a reçue, ce n'est pas une noire, hein, c'est une blanche. Qu'elle lui prend la photo, c'est-à-dire qu'elle met l'appareil devant, le monsieur n'apparaît jamais. Son visage n'apparaît pas dans la photo. La femme fait tout. Elle fait tout, elle fait tout. Son visage n'apparaît même pas dans l'objectif pour dire qu'ils vont tirer la photo pour que la photo sorte. Quand c'est comme ça, là, on ne peut plus te donner quoi que ce soit. Donc le monsieur, il est reparti, il est retourné, il a repris un autre rendez-vous. C'était pareil. Donc il a décidé d'aller voir un homme de Dieu pour la prière. Et l'homme de Dieu a commencé à prier pour lui et s'est avéré que c'était son fils qui n'avait même pas 10 ans que ses ennemis avaient converti dans la sorcellerie et c'était lui qui faisait tout ça là. Donc voilà. C'est pour dire quoi? J'ai l'habitude de le dire, de le répéter que si nos parents sont sorciers là, on subit. Ce n'est pas notre responsabilité. Mais par contre, que nos enfants soient sorciers, ça, il lui va de notre responsabilité. C'est pourquoi, quelle que soit la légèreté dans laquelle on est là, on n'a qu'à prier pour nos enfants. Parce que s'ils sont dans la sorcellerie, ça, c'est grave. Parce que les enfants prennent la sorcellerie pour un jeu. Tu te rends compte que tu as le pouvoir, par exemple, de voler comme Ladybug. Tu vas aller voler tous les jours. Tu te rends compte que tu peux planer comme Spider-Man. Aucun enfant, aussi intelligent soit-il, ne peut résister au pouvoir mystique. La seule chose qui nous garantit peut-être d'être sauvés, c'est la prière et puis de donner l'amour à nos enfants. Et puis même quand on est à la maison avec les enfants, on n'a qu'à contrôler nos manières de parler. Ah, moi si mon enfant est sorcier là, je vais le tuer. Quand un enfant entend ça, même s'il a été converti, il n'aura jamais le courage de venir dire devant son parent que « Ah papa, on m'a dit de venir voler la nuit. Je suis allé par exemple en France alors qu'il est à Bobo. » Donc c'est pourquoi quand on est avec nos enfants, on prie pour eux et on fait attention à ce qu'on dit. Quel que soit, même si c'est mystique et que c'est néfaste, tu peux toujours dire « Ah vraiment, moi si mon enfant est dedans là, la première chose que je vais chercher c'est la solution pour qu'il soit libéré. » Ça c'est des choses, quand l'enfant entend ça, ça peut l'encourager demain s'il est dedans, de venir dire « Ah papa, voilà ce qu'on m'a fait, voilà ce qu'on m'a fait. » Voilà. Voilà, c'était mon histoire, mes histoires. À tout à l'heure, je remonte. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Comment? Ça va, ça fait longtemps. Bonsoir à tout le monde. Je vais raconter une petite histoire qui s'est passée dans ma famille au village, dans la chefferie de mon village. La chefferie de mon village, dans mon village, c'est dans ma famille en fait. Et à l'époque, c'était mon cousin, paix à son âme, qui était chef du village. Et il avait 3 femmes. Donc, ici, je vais dire quoi. Si je peux mettre un titre à l'histoire, c'est que les femmes enceintes ne doivent pas chercher des problèmes. Quand on est enceinte, on porte de l'or, on porte un trésor, on doit se protéger et faire se cacher, ne pas se disputer ou avoir des problèmes. Il se passe donc quoi? Sa deuxième femme est enceinte. Tout se passait très bien.
Et dans ces genre 4 mois de grossesse et tout, le ventre venait juste d'apparaître là. Elle s'était violemment disputée avec une de ses voisines. Bon, moi, je peux pas te dire pourquoi c'était quoi le problème, mais elle s'était vraiment disputée. Tu connais les querelles des femmes du village, là, jusqu'à dans la cour, crier, machin. Tu vois, je vais te montrer les problèmes. N'est-ce pas, le s'est passé? La dame, donc, était déjà à terme. Elle avait genre même 8 mois déjà de grossesse comme ça. Or, la femme de mon cousin, là, elle avait ce qu'on appelle chez nous la sorcellerie, le ventre. Et, selon ce qu'on raconte chez nous, à l'est du Cameroun, on ne part pas à la réunion de la sorcellerie avec la grossesse. Quand on est enceinte, on ne va pas, on ne sort pas avec sa grossesse pour aller dans les réunions de sorcellerie. Ce qu'on fait, c'est que tu enlèves ta grossesse, tu gardes ta grossesse et puis tu vas à la réunion. Tu vois un peu le truc? Donc, là, la nuit, donc, la dame est sortie. Elle devait assister à la réunion là. Ils avaient leur réunion des sorcières. Donc, elle est sortie. Elle a enlevé sa grossesse, donc. Elle a caché sa grossesse sous un prunier qui était derrière sa maison. Un grand arbre. C'était un prunier. Elle a caché sa grossesse là-bas. C'était un enfant de 8 mois. Donc, quand elle faisait ça, son autre voisine avec qui elle s'était disputée sortait aussi. Tu vois un peu? Et elle a vu comment la dame cachait sa grossesse. Elle a caché donc sa grossesse. Ma belle-sœur a caché sa grossesse. Elle a assisté à sa réunion. Elle assistait à la réunion vers 4 heures comme ça. La réunion est finie, il fallait qu'elle rentre. Donc quand elle a caché comme ça, sa voisine a vu, sa voisine a pris l'enfant. Sa voisine a pris la grossesse qu'elle a cachée là, le bébé. Et elle est allée cacher ça dans l'igname sauvage. On a une igname qui pousse chez nous. À l'est, c'est une igname sauvage. On ne mange pas ça. Mais c'est gros, ça peut être comme un melon. Donc, sa voisine a pris le bébé là. Elle a caché dans l'igname là. Et elle a enterré l'igname là. Tu vois, non? Maintenant, la dame rentre donc. Elle repart derrière l'arbre. Elle fouille l'enfant. Elle fouille sa grossesse. Elle ne trouve pas. Elle fouille. Elle commence à pleurer. Mais elle ne peut pas pleurer fort. Parce que c'est dans la nuit. Maman, tu fais quoi dehors? Elle fouille. Rien. Elle ne trouve pas sa grossesse. Elle est obligée de rentrer. Elle est rentrée le matin. Elle se réveille, mais tu vois, nous qui n'avons pas 4 yeux, on voit son ventre est bien arrondi. Bien arrondi, elle est là, mais elle est tombée sérieusement malade. Mais on l'amène à l'hôpital, elle n'a rien. On se dit que non, comme elle est déjà presque à terme, c'est sûrement, elle est fatiguée. Elle était toute paniquée. Elle commence à pleurer. Chaque fois, elle était très triste. Elle avait perdu l'appétit, elle avait maigri. Genre 3 semaines après, comme ça, elle a commencé à avoir les contractions. N'est-ce pas, son mari? Mon cousin l'amène en ville. Il l'amène à l'hôpital. Allez, pendant l'accouchement, les contractions. Ah, les médecins se rendent compte il n'y a que le placenta qui est sorti. Il n'y a pas de bébé dans son ventre. Ce n'est que c'est le placenta là qui a causé les contractions et ce n'est que l'utérus a expulsé le placenta. La femme s'est évanouie. Panique totale à l'hôpital. Oh, les problèmes, mon cousin ne comprend rien. Sa femme se réveille. Elle-même encore, elle demande son enfant. Donc, c'est dans le choc qu'on lui dit que non, tu avais un ventre vide. Ce n'est que le placenta qui est sorti. Le médecin, le professeur de l'hôpital demande les échographies de la femme de ses visites précédentes. On regarde bien. Dans l'échographie, il y avait le bébé bien. Elle avait fait sa dernière échographie à 8 mois. Il y avait bien l'enfant. L'enfant n'avait pas de malformation. Rien du tout. Elle s'est exclamée donc à patois que je vais rentrer à Massian parce que mon village s'appelle c'est Massian. Je vais rentrer à Massian avec la honte. Là, je vais raconter quoi c'est comme ça que mon cousin reste tranquille. Il ne dit rien. Ils sont rentrés à la maison bras ballants. Bras ballants comme tu entends là. Ils ont fait le deuil. 6 mois après. Chez nous, généralement, on appelle les pygmées. On leur donne genre un peu de boisson, un peu de sucre, les vêtements. Et ils viennent ramasser le encens, faire le champ, couper le cacao et tout. Donc, c'était la période là.
Donc, il y avait une maman pygmée qui travaillait généralement avec mon cousin là dans ses plantations et tout en forêt. Et elle lui demande que, oh, mais ma fille a fait comment? Elle a eu quel sexe et tout. Le monsieur ne parle, mon cousin ne parle pas. Il ne parle pas. La maman lui dit que, mais mon fils, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça que mon cousin explique à la maman pygmée là que voici ce qui s'est passé. Elle lui dit que non, non, attends, je vais t'appeler mon frère. Ils sont partis, ils sont encore entrés bien dans la forêt. Ils sont allés amener elle allait appeler le frère de la femme, la maman pygmée là. Ils sont revenus au village avec le monsieur. Le monsieur, il a fait le tour de la concession. Il a fait le tour de la concession, fait le tour de la concession. Il faisait les rites, il a égorgé les poulets, il a écrasé des trucs, fait des trucs, tué des animaux. Après, ils sont allés dans la plantation là-bas derrière. Il a commencé à creuser, à creuser, à creuser. Ils ont sorti l'igname sauvage là. J'ai dit que DMG, ils ont sorti l'igname sauvage là. Il a demandé une machette. Quand il a ouvert la machette là, je te promets qu'on a trouvé le squelette d'un petit bébé dans l'igname là. On a trouvé le squelette du petit bébé dans l'igname là. Quand on a montré ça à la dame là, comme elle est tombée là, elle ne s'est plus jamais relevée. Elle est décédée. C'est le monsieur pygmée là qui a dit... Non, avant même qu'elle ne décède, il lui a dit, tu as eu des problèmes avec une femme et je ne veux pas appeler le nom de la femme là. Toi-même, tu n'as qu'à dire ce qui s'est passé. Vous êtes sorciers, vous sortiez ensemble, voici ce qui s'est passé. Il a relaté ce qui s'est passé. La femme là a accepté. Elle a accepté. Quand elle a accepté comme ça, elle a perdu connaissance et elle est morte sur le champ. Mon cousin a porté plainte à la voisine là. Jusqu'aujourd'hui, elle est en prison chez nous à Yokadouma. Donc, je disais encore que femme, quand on est enceinte, on se tait, on se cache. Même si quelqu'un te piétine, dis maman, je suis désolée. Avale ce que tu as dans ta gorge et tu pars. Parce que tu as en toi un trésor. Et un trésor ne se montre pas, ne s'expose pas, ne se querelle pas. C'est ce que j'avais à dire ce soir. Merci beaucoup, ma Clochette, pour l'histoire. Merci, merci, merci. Bonsoir à tout le monde. Je m'en vais me coucher. Dans les commentaires. Dans les commentaires. Avec les femmes d'aujourd'hui, là, une fille, elle a seulement 3 jours de grossesse, elle a devant le miroir, elle fait les positions comme ça, elle met la main comme ça au dos, elle veut avoir le ventre, ils vont faire le ventre. Photo, Snapchat, Facebook. C'est qu'elle a les directs en train d'insulter. Maman, la grossesse de l'autre là, elle poste des photos. Toi, 2 jours de grossesse, elle est en train de faire des trucs. Oh bébé, je veux manger le chien. Continuez à vous balader avec la grossesse n'importe comment. Vous pensez que c'est le dehors là, c'est aller au pays des merveilles. Ok. Non, vous ne comprenez pas. Allez voir sur les réseaux encore de filmer. Ils chantent le truc comme ça, comment le Djoujouké, que vous gonfle le ventre. Allô? Allô, bonsoir DMG et bonsoir tout le monde. Bonsoir Lélie. J'espère que je vais pas me taper. Hein. Tu as vu comment les commentaires, c'est la bagarre, ça m'a les commentaires. Oui, je comprends. Alors, ce soir, moi, je vais vous raconter l'histoire de ma tante, mais je vais m'en approprier comme si c'était la mienne pour mieux pouvoir la raconter. Donc, l'histoire s'est passée en 2005. Je devais avoir 16 ans. Et je sortais avec un enfant d'eux. Donc, un enfant de bonne famille, quoi. Et voilà, on vivait notre relation comme tout jeune couple. Jusqu'au jour où il est décédé brusquement par un accident. Voilà, je ne vais pas donner trop de détails parce qu'il y a des gens qui pourraient reconnaître l'histoire. Donc, il décède un vendredi, comme aujourd'hui. Et on s'est vu le mercredi. Et on a eu des rapports sexuels. Voilà. Et donc, quand il décède... Tu parles vite. Attends, tu parles vite. Comment? Il est mort vendredi. Hein? Voilà. Et la semaine et on s'est vu le mercredi. Le mercredi, la semaine qui Non, le mercredi d'avant. Le mercredi d'avant, on s'est vu. Ok. Voilà. Et donc, il est décédé le vendredi, 2 jours plus tard. Et quand il est décédé, la nuit du vendredi au samedi, il a commencé à apparaître dans ma chambre, en fait. Il m'apparaissait, voilà.
et il me faisait écrire de la main gauche. Donc moi, je suis droitière, mais il me faisait écrire de la main gauche. Donc il m'expliquait comment il était mort, etc. Et c'était comme ça tous les soirs. Pendant plusieurs jours, chaque soir, c'était pareil. Il venait, il apparaissait dans ma chambre, il me faisait écrire de la main gauche, etc. Et au bout d'un moment, ça a commencé à m'épuiser. Donc j'ai raconté l'histoire à une amie à moi. Une amie à moi qui ne me croyait pas, évidemment, qui pensait que je blaguais, que je mentais. Donc, j'ai fait venir ma copine un soir à la maison et je lui ai dit, bon, écoute, tu vas venir à telle heure et tu verras que ce que je dis est vrai. Donc, et ça s'est passé de la même façon. Donc, il me faisait écrire de la main gauche, etc. Mais elle ne me croyait pas. Mais tu écrivais Elle se quoi au juste? disait, Tu écrivais quoi au juste? il me racontait son histoire, en fait. Il me racontait comment il était décédé, dans quelles conditions il était mort, en fait. Et donc, ça s'est passé la nuit où ma copine est venue. Elle ne me croyait pas. Étant donné qu'elle ne pouvait pas le voir et que j'étais la seule à pouvoir le voir, elle m'a demandé d'avoir une preuve plus palpable. Donc, étant donné qu'il avait appris avec elle, il a commencé à me raconter des choses que moi, je n'étais pas censée savoir. Donc, il me faisait écrire des choses qu'ils ont vécues étant en classe avec les professeurs, etc. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle a tiqué et elle s'est rendue compte que, effectivement, j'avais raison. Et donc, j'ai dormi avec ma copine et le lendemain, il m'est apparu en rêve. Et il était enchaîné, il était comme, je ne sais pas si c'est ça l'enfer, moi je ne connais pas l'enfer, mais ça paraissait, voilà, ça ressemblait à l'enfer. Il était enchaîné, il n'était pas bien, il était vraiment fatigué, il travaillait beaucoup là où il était, il se plaignait beaucoup. Et il m'a demandé de transmettre à ses amis, de lui faire une messe. Donc c'est chose que j'ai faite. Le lendemain, au réveil, j'ai appelé sa sœur. Et j'ai demandé à sa sœur que voilà, pour le décès de ton frère, est-ce que vous avez fait une messe? Elle m'a dit non, on l'a juste enterré comme ça. Donc je lui ai dit non, il faut faire une messe parce qu'il m'embête beaucoup. Il m'embête beaucoup, il me dérange, il faut faire une messe pour qu'il me laisse tranquille parce que là, je n'en peux plus. Ils ont fait la messe et il m'a laissé pendant un bon moment. Il réapparaît 5 ans plus tard. Donc, j'étais déjà avec celui qui est aujourd'hui le père de ma fille. Et voilà, il réapparaît dans mon rêve pour me dire que je suis avec la bonne personne et que je dois rester avec le père de ma fille parce que c'est le bon. Donc, suite à ça, moi, je continue ma vie tranquillement. Et, excusez-moi, c'est pas mon histoire, donc j'essaie de remémorer. Et donc, un jour, comme un autre jour, j'étais enceinte de ma fille, voilà, qui a 12 ans aujourd'hui. Et je dormais avec le papa de ma fille dans ma chambre. Il apparaît dans mon rêve et il se disputait en fait avec le papa de ma fille. Donc, ils étaient en train de se battre. Au cimetière, ils étaient en train de se battre, là où on l'avait enterré. Ils étaient en train de se battre, etc. Et il voulait me prendre, il voulait m'emmener en fait. Et le père de ma fille a dit non, tu peux pas la prendre, tu peux pas l'emmener, c'est pas possible. C'est ma femme, elle est à moi, donc c'est pas possible. Toi, tu es déjà mort, laisse-la. C'est comme ça que je me suis réveillée en sursaut. Bonsoir DMG et bonsoir à tout le monde. Bon, moi, je vais raconter, l'histoire que je vais raconter, c'est ce que moi-même j'ai d'abord vécu, c'est ce que moi-même j'ai vécu. Parlant d'abord de la grossesse de la femme qui parlait tout à l'heure, c'est très, 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 très important. Moi, je n'avais pas provoqué quelqu'un, mais je sortais dans une soirée environ 18h quand j'étais au Cameroun, j'étais enceinte de ma fille. Je suis donc sortie pour aller chercher de quoi manger. Environ 18h. C'est là où, quand je pars, quand je suis à un niveau, je me mets à marcher. À un certain niveau, je
à une entrée en fait d'un quartier, il y a une femme qui est en train de sortir. Quand la femme sort, je peux pas vous dire que c'était un être humain parce que c'était pas un être humain parce que tous les êtres humains qui marchaient là, j'avais pas de problème. Mais dès que elle et moi, elle sortait et que moi je voulais traverser, c'était comme si on m'a inoptisé. On m'a inoptisé, je suis restée là au moins pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'elle parte, jusqu'à ce qu'elle passe. Elle était comme, donc son visage était tout blanc, comme un fantôme. J'ai été inoptisée là pendant au moins 5 à 10 minutes. Je ne peux même pas vous dire le nombre exact. Parce qu'il a fallu un bon bout de temps. Après ça, je suis seulement partie sursauter. Mais qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? La femme n'était plus. Parce que j'ai regardé un peu de partout, la femme n'était plus. Donc c'est très important. Même marcher dans la nuit là. Non, mieux même tu envoies quelqu'un. Mais moi, je n'avais pas cette grâce-là parce que je n'avais personne. Dieu merci, j'avais la couverture de Dieu. Je n'avais rien eu. La seconde histoire, c'est que je travaillais chez quelqu'un. Quand j'étais encore au Cameroun, je travaillais en tant que ménagère chez quelqu'un et c'était un couple. Un couple de l'autre la femme était banquière. Elle travaillait à la banque et son mari était c'était sénateur ou c'est quoi, quelque chose comme ça. Quand on m'a engagé, le mari en question ne travaillait pas tellement. Donc, il était un peu souffrant. Quand je finis mon travail, je m'allonge. Donc, quand je finissais dans le travail, le temps que le monsieur arrive, donc je me reposais. Donc, alors, je m'allongeais sur le canapé, le temps de me reposer, le temps qu'il vient. Un jour, pendant que je me repose, je sens une présence. Donc, à peine tu t'allonges sur le canapé, qu'un petit sommeil te vole, je sens comment quelqu'un est en train de m'appuyer. Je sens comment quelque chose ne va pas. Et en ce moment-là, je passais vraiment une période de... On appelle souvent ça comment chez les chrétiens, là, donc une période de refroidissement. Donc, je n'étais pas trop dans la prière et tout, j'avais un peu de petits problèmes là. Ça a fait comme ça la première fois, je suis restée tranquille. La seconde fois que ça m'a encore fait ça, je suis rentrée ce même jour, j'avais un programme à l'église. Pendant que le prophète est en train de parler, il dit il y a certaines personnes qui vivent certaines situations dans leur maison. Moi, je dis mon père, moi, c'est pas dans ma maison, mais c'est au travail. Quand je me repose, je sens qu'il y a quelqu'un qui essaye de m'étouffer, quelqu'un qui essaye de m'appuyer. Ce jour-là, il dit ok. Puisque la personne t'a appuyé le cou, moi aussi, je rappuie son cou. On va voir la personne qui aura la victoire. Ils n'ont pas le droit sur toi parce que c'est toi tu travailles. Ce n'est pas comme si tu étais parti là-bas qu'ils sont en train de t'aider. C'est comme ça donc cette même nuit-là, je reçois un songe où je livre un combat terrible. Je dis bien, dans ce songe-là, j'ai failli. Parce que ce n'était pas du tout facile. Quand je me réveille, je m'apprête normalement et je pars au travail. Arrivé au travail, je suis un peu arrivé en retard, je trouve là mon patron, sa femme est là et lui-même il est là. Ça commence à tirer de haut en bas. Non, pourquoi tu arrives à cette heure? Tu étais censé faire le petit déjeuner à mon mari et tout et tout. Je dis, mais vous me posez même pas d'abord la question. Donc, je n'ai même pas encore répondu que l'homme dit, non, je ne te veux plus. Quand il a seulement sorti, je ne te veux plus. J'ai dit que c'était comme si quelqu'un l'a ramassé. Il est tombé, pap, au sol. Tout ce que sa femme disait encore. Il a dit que je ne la veux plus. Je lui ai dit, moi-même je ne veux plus. Parce que mon combat, il a déjà été livré. Tout ce que j'attends, c'est que vous me remettez mon salaire au moment opportun. C'est comme ça qu'on s'est séparés.
faites attention lorsque vous travaillez dans les maisons des gens. Prenez toujours la peine de vous recommander entre les mains du Seigneur, parce que c'est lui seul qui est votre protection. Très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Diane. Et Plenel, comment ça va? Ça fait longtemps, hein? Oui, bonsoir, DMG. Oh, bonsoir. Donc, j'ai deux histoires encore. Il y a la première, c'est la fille qui a été sauvée in extremis de la sorcellerie de sa maman. Et la deuxième On va histoire, prendre d'abord c'est... une histoire avant de prendre la deuxième histoire. Hein. Bon, tu vas choisir, non? Ou bien de donner celle en même temps. Il y a une qui est intéressante. Hein. Les deux sont intéressantes. Celle-là, après, tu vas remonter, donner l'autre. Ok. Tu vas raconter deux histoires, non? Ok. C'est une jeune dame. Il y a une cousine éloignée, en fait. Je vais l'appeler Marie. Marie, c'est une jeune fille qui a vraiment du succès, enfin, qui avait vraiment du succès auprès des hommes. C'est-à-dire que les hommes la courtisaient, lui donnaient de l'argent, une belle jeune femme, mais qui n'était pas mariée. Il faut dire que sa maman a eu beaucoup d'enfants, de pères différents comme ça. Et il y a certains, comme elles ont vu que la vie était complètement mélangée, chacun s'est retiré un peu dans son coin pour prier, d'autres vont voir les marabouts, d'autres vont voir ce qu'ils veulent. Mais elle étant l'aînée, sa maman, c'était son tout. Donc, comme elle n'arrivait pas à se marier et tout, elle s'est débrouillée, elle a pu aller aux États-Unis. Donc, elle est aux États-Unis là-bas. Elle a son petit frère qui a eu un très bon boulot chez nous ici, dans une société de raffinerie, tout ça. Et après, le gars, pour rien, il a été licencié. Donc, à un moment, son neveu, le fils de son petit frère, là, tombe gravement malade. L'enfant jouait au football et puis, il y a un ami qui a, par inadvertance comme ça, qu'il a égratigné sur la joue. Ça s'est transformé en cancer de la bouche. Et l'enfant, c'est sa tante qui est aux États-Unis, vu que son père avait perdu son boulot. C'est sa tante qui est aux États-Unis que j'ai nommé comment? Bon, j'ai oublié le nom, je vais donner encore un autre nom, Doris. Donc, c'est Doris qui aidait son petit frère resté à Abidjan à soigner son fils. Et dans l'affaire de trouver la solution pour son fils, ils vont à l'hôpital, ils vont voir les marabouts, ils vont voir les hommes de Dieu. C'est comme ça, on lui dit que, ah, c'est votre maman là qui est dans la sorcellerie, c'est elle qui est à la base de ce que vous vivez, tout ça dans la famille. Dans la petite soeur de Doris aussi, elle aussi est allée voir un marabout, mais le marabout lui avait dit pareil que la maman était sorcière, mais elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est retirée dans son coin et puis elle faisait ses choses. Donc quand le petit frère est parti voir l'homme de Dieu, puis l'homme de Dieu lui a dit que c'est votre maman qui est à la base, il appelle sa grande soeur aux États-Unis, il dit à Doris, ah, j'ai été voir un homme de Dieu, et l'homme de Dieu dit que c'est notre maman qui est sorcière. Ah, Doris s'est fâchée parce qu'elle, c'est jamais sans sa mère. Sa maman, c'est son tout en fait. Donc, elle s'est fâchée que comment son petit frère peut aller voir les hommes des diseurs de bonne aventure qui accusent leur maman d'être sorcière et tout ça. Le petit frère a dit, ah, dans la famille, là, je ne suis pas le seul à le dire. Peut-être que les autres n'ont pas eu le courage de te le dire, mais moi, j'ai été voir un homme de Dieu, telle sœur a été voir un marabout. Les deux, tout ce qu'on va voir, ils disent que c'est maman qui est le souci parce que notre papa, il ne veut plus tout et tout. Doris s'est fâchée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a coupé les vivres à son petit frère. Malheureusement, le gars, dans la galère, l'enfant, finalement, est décédé. Donc, elle-même, aux États-Unis, là-bas, les choses ont commencé à se mélanger. Elle n'arrivait pas à trouver une situation stable. Elle n'arrivait pas à avoir une situation administrative stable. Mais comme en temps, elle avait un peu d'argent, elle ne voyait pas que ce que son frère disait pouvait être la vérité. Mais à un moment donné, après, elle-même, ça a commencé à se gâter un peu. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle sa cousine qui est en France ici et elle lui demande, ah, voilà, la situation est compliquée. Je ne sais pas ce qui m'arrive, rien ne marche. Sa cousine lui dit, ah, moi, je connais un homme de Dieu. Si tu veux, je vais te brancher à lui. Lui, il ne te dit rien. Toi-même, tu fais tes prières et puis tu vas voir ce qui se passe dans ta vie. Elle a dit, ok, si c'est comme ça. Bon. Mais voici le numéro. Il faut que tu appelles. Donc, elle a appelé. Le monsieur a fait la prière par distance et puis elle a demandé de l'huile bénie, des trucs comme ça, les parfums et autres. Et puis, on lui a fait un colis DHL, ça l'a trouvé là-bas. Le premier jour qu'elle reçoit ses colis, elle asperge sa maison. Elle fait ce qu'il a à faire, elle asperge sa maison. En temps, aux États-Unis, là-bas, là, elle louait une chambre chez l'habitant. C'est-à-dire, elle loue
Dans un appartement comme ça, il y a le propriétaire, ou puis lui, il met une chambre en location, ça se fait aussi en Afrique ici. Et la personne chez laquelle elle logeait là, c'est la fille d'un ancien président de chez moi. Donc, elle louait une chambre chez l'habitant. Et la même nuit, comme la maison n'est pas à elle, c'est dans sa chambre, elle a fait ce qu'il fallait faire, elle a aspergé, tout ça là. Elle dort la nuit, elle fait un songe, et dans le songe qu'elle voit, elle voit sa mère et la petite soeur de sa maman dans la chambre de sa propriétaire, en train de pleurer. En fait, les femmes étaient en train de pleurer. Ouah, ouah, ouah. Donc, elle, dans le rêve, elle se réveille, puis elle tout d'abord. Elle dit, mais maman, qu'est-ce que vous faites ici? Et la maman lui répond, ah, d'habitude, quand on vient là, on rentre chez toi ici facilement, mais au lieu d'en arriver, le feu nous a brûlé. Ouah, ouah, ouah. Et puis, les deux femmes étaient en train de pleurer. Et elle s'est réveillée. Donc, elle se réveille, elle appelle sa cousine d'enfance, elle dit, ah, voici le rêve que je viens de faire. Je viens de voir maman et ma tante qui sont venues dans la maison ici, mais elles sont restées dans la chambre de ma proprio, en train de pleurer, comme quoi le feu les a brûlés. Qu'est-ce que tu es parti chercher? Où tu es parti voir ce que tu allais prendre à chez ce monsieur-là? Pourquoi tu es parti là-bas? Tu vois, maintenant, le feu nous a brûlés. Donc, elle explique à sa cousine que je ne comprends pas ce que ça veut dire. Sa cousine dit, mais tu comprends très bien ce que ça veut dire. Parce que tu ne veux pas comprendre quand on te dit que ta maman est sorcière. Mais ça, là, toi-même, tu viens de voir que ta maman s'envole d'Abidjan, du village, toutes les nuits pour venir te voir aux États-Unis. Donc, c'est ce qui est là. Ta maman est vraiment dans la sorcellerie. Ça l'a fatiguée. Qu'est-ce qu'elle a fait? À un moment donné, elle a coupé avec l'homme de Dieu. Non seulement elle a coupé avec l'homme de Dieu, parce que c'était difficile pour elle d'intégrer que sa mère, qui est son tout depuis sa naissance là, pouvait être celle qui est à la base de tous ses devoirs et de tous les devoirs de la famille. Et le fait qu'elle ait reculé un peu, elle a fait un rétro-pédalage. Le sorcier, qu'est-ce qu'il est? Il est endurant. Il tente toujours. Donc, quand elle a reculé, elle a commencé à mettre la distance entre sa maman et elle. Elle ne l'appelait plus. Donc, un jour, sa maman aussi fait des mains et pieds. Et puis, en contact avec sa fille, elle lui dit, ah, mon téléphone est gâté. Il faut m'envoyer un téléphone. La fille s'est dit, bon, il y a de la famille à la maison, donc c'est pas sa maman qu'elle va passer pour quand même prendre les nouvelles des gens. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un téléphone aux US là-bas, et puis elle envoie ça à sa maman à Abidjan. Et quand elle envoie le téléphone, quelque temps après, la fille pique une crise de folie, c'est-à-dire, elle fait des crises de folie de manière intermittente. Elle peut être lucide, par exemple, de 14h à 18h, et puis par exemple de 18h à 20h, elle perd carrément le nord. Et quand c'est comme ça, elle a été obligée de quitter sa maison, aller vivre chez un pasteur et sa femme. Mais étant donné que chaque homme de Dieu, c'est sûr, à son option. Hein. Mais tu vas voir souvent, les gens m'ont dit que tel homme de Dieu n'est pas fort. Alors que non, il peut être fort, mais seulement c'est que ce qui est derrière toi là, n'est pas à son niveau de spiritualité. Donc quand elle allait se mettre chez le couple du pasteur là-bas, elle n'avait plus cette couverture qu'elle avait chez l'homme de Dieu qu'elle avait croisé à Abidjan. Donc du coup, les attaques se faisaient encore plus pressantes. Puis ça, c'est qu'elle tombe carrément malade, la folie l'a prise. Elle n'arrivait même plus à manger. Elle était devenue squelettique. Ça, c'est une partie de l'histoire. Entre-temps, elle a sa cousine aussi qui est à Abidjan. La cousine aussi, une très belle femme. C'est chez nous, la région dont je parle là. Les femmes là, quand elles sont vilaines, on dirait qu'elles n'ont pas fait exprès. Mais quand elles sont belles, on dirait qu'on les a dessinées. Donc, elle avait une cousine aussi qui était très, très, très belle. La fille, elle avait des prétendants qui lui donnaient de l'argent, mais elle ne se mariait pas. Elle ne se mariait pas. Et comme elle a commencé à prier, Dieu lui a fait grâce. Elle s'est mariée avec un monsieur qui était bien posé et tout. Et cette cousine-là, je vais la nommer Mariam. Mariam, elle, quand elle a fini par se marier, elle s'est cachée pour se marier. Du coup, dans son foyer, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle n'arrivait pas à enfanter. Et elle et son mari, comme son mari avait de l'argent, ils sont partis voir plusieurs médecins, ils ont fait des inséminations, ça fait qu'un jour, ça prenne. Et la fille accouche, Mariam accouche. Donc quand Mariam a accouché, elle vient à la maison avec son enfant. 3 mois après, Mariam pique aussi une crise de folie. On l'a même internée à Bingerville,
On l'a mené un peu partout, ça n'allait pas. Donc, qu'est-ce que le mari a fait? Le mari l'a envoyé au village chez sa maman. La maman de la fille, quoi. En temps, la maman de la fille, Mariam, là, et puis la maman de Doris, là, c'est la même famille. Donc, quand Mariam est arrivée au village, la maman de Mariam, elle, c'est une one gam. Elle n'a pas peur de quelque chose. Elle est carrément partie accuser sa grande sœur, l'aînée de leur famille à elle, disant que c'est sa grande sœur là qui veut tuer sa fille. Et la grande sœur, aux yeux des gens, c'est une accusation grave. Donc, pour se dédouaner, elle a fait un semblant pour aller amener le chef du village et tout. Donc, ils ont fait une assise. Ils ont fait une assise. Et donc, quand ils ont fait une assise, malheur pour la grande sœur, la maman aussi, elle était partie consulter quelqu'un qu'elle n'avait pas prévenu, qu'elle a envoyé le monsieur au milieu de l'assise là. Le monsieur maintenant fait des pratiques mystiques. Et effectivement, la grande sœur que la maman a accusée là, c'était elle vraiment qui était sorcière. Donc, le monsieur l'a, comment on appelle ça, dévoilé aux yeux de tout le monde. Et quand chez nous, comme ça, on te dévoile là, tu es obligé de passer aux aveux. Et quand tu passes aux aveux, bien entendu, tu cites tes acolytes. Et c'est cette maman-là qui a été dévoilée là, qui va maintenant citer ses acolytes et qui va citer effectivement la maman de Doris qui est aux États-Unis. Doris qui est devenue folle, qui est carrément à l'actif de la mort aux États-Unis là-bas. Et quand la maman de Doris sera citée, elle va avouer qu'elle est à la base de tout ce qui arrive à ses enfants. D'avoir tué son petit-fils qui est mort de cancer de la bouche parce que quelqu'un l'a égratigné sur la joue. Et elle va dire que c'est elle qui est en train de tuer sa fille Doris. Et je t'explique comment elle a pu faire pour atteindre Doris. En disant à Doris qu'elle a besoin d'un téléphone. Tu vois? En disant à Doris qu'elle a besoin d'un téléphone et qu'il fallait que Doris mette une carte mémoire dans le téléphone. Et c'est par cette carte mémoire-là qu'elle est passée pour créer un lien, recréer un lien avec sa fille. C'est-à-dire que quand elle utilise le téléphone, c'est-à-dire quand Doris la fait sur le téléphone, la vieille prend toutes les informations et c'est comme ça qu'elle est arrivée spirituellement à injecter encore une maladie à sa fille. Et quand la vieille passait aux aveux au village, les gens ont filmé et puis ils ont fait partir ça à Doris, là où elle était hébergée. Et c'est ces gens qui sont maintenant en contact encore avec l'homme de Dieu. Et puis on a prié pour elle et puis elle a été guérie. Tu vois? Je veux dire quoi? Il y a une chose qui est carrément difficile. Souvent les gens sont là. Oh, une mère, si elle voulait te tuer, elle t'aurait tué à la naissance. Si elle ne l'a pas fait, c'est parce qu'elle ne peut pas. Maintenant, ça ne tenait qu'à elle, elle l'aurait fait. Et puis, même si toutes les femmes qui sont sorcières devaient tuer les enfants à la naissance là, à quel moment ils vont par exemple avoir quelqu'un qui est... Parce que dans la sorcellerie, il y a le poulet, il y a le mouton, il y a le cabri et puis il y a le bœuf. C'est-à-dire par exemple quand on tue quelqu'un qui est financièrement assis, c'est un gros bœuf. Tu vois? Donc, les sorciers, là, excusez-moi de la légèreté avec laquelle je parle, mais dans chaque sorcier a son cheptel. Son cheptel, c'est quoi? Ce sont ses enfants. Celui qui n'a pas réussi à son poulet, celui qui a un peu réussi à son mouton, celui qui a très réussi à son bœuf. Donc, quand ils vont, par exemple, manger le bœuf du voisin, il faudrait bien qu'ils étudient des choses. Comment on appelle ça? Ils rendent aussi par le bœuf. C'est pour ça, en général, en Afrique, on peut dire aujourd'hui, ah, ça fait plusieurs fois qu'il y a des douaniers qui meurent, ou bien il y a des corps habillés qui meurent. C'est pas série, c'est que les Blancs appellent la loi de la série. En fait, c'est la tontine. Tu ne peux pas tuer moi, mon ministre, et puis tu allais me donner un vagabond. Non. Mon fils ministre qu'on a mangé là, c'est ton fils ministre aussi, on va manger. C'est comme ça que ça se passe. Et puis, Dieu est souverain. S'il a décidé de t'aider là, comme on a déjà eu une histoire et tout, souvent ce sont des fous qui donnent des révélations. La seule chose là, comme j'ai dit là, quand on va dormir là, toi tu sais où tu es couché, tu sais pas où ton voisin est couché. Parce qu'il peut être couché physiquement, mais spirituellement il est parti déjà. Dieu est notre seul rempart. Ça dépend de comment tu le pries. Mais Dieu est notre seul rempart. Il n'y a plus de confiance dans ce monde. Il faudrait qu'on sache ça. Dieu est le seul rempart. C'était mon histoire. Je vais remonter tout à l'heure pour la 4e. Bonsoir Marlene. Bonsoir. Vous me suivez? Oui, très bien. Ok, bonsoir. J'ai une histoire du côté du Cameroun.
Le quartier, c'est TKC. S'il y en a ceux qui ont vécu à TKC, ce qui est suivant vont se rappeler. Déjà, mon histoire, la morale, c'est que il faut éviter le njor. Éviter le njor, les filles. Donc, mon histoire, c'est l'histoire d'Isabelle, ma voisine à TKC. Voilà. Isabelle, c'était ma voisine, c'était une fille gentille. Sa mère vendait au marché. Elle avait une boutique à côté de la boutique de ma maman, au marché Mendon. Une fois, On la demande maman le njor, c'est quoi? Le njor, c'est le gratuit. C'est quel c'est gratuit? le gratuit. C'est le gratuit. Une fois, sa maman est venue brutalement dans la boutique de ma maman pour prendre un argent, prendre 100 000 francs. C'était urgent. On a constaté que tout le marché cotisait le jour-là. Tout le marché cotisait. Maman demande, mais maman Isabelle, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cotises, tu pleures, on doit te donner l'argent rapidement, il y a quoi? Elle dit que si on ne donne pas l'argent, avant minuit, Isabelle va mourir. Donc, donnons l'argent rapidement, prêtons. On prête l'argent, on donne à la maman. Elle dit, pardon, je vais venir vous raconter. C'est là qu'on attend. On prête l'argent, c'était 500 000. On donne à la maman d'Isabelle. Elle part, elle revient au marché. Elle nous dit, bon, voilà ce qu'Isabelle a fait. Ils louaient à TKC, la maison en face, c'était leur maison. C'était la maison des locataires. Ils avaient un nouveau locataire qu'on va appeler Bertrand. Il était gentil, c'était un gentil garçon. Il draguait Isabelle un peu, là, voilà. Elle aussi, elle était dans la drague. Le gars l'a donc invité quelque part pour prendre un verre. Elle a dit, bon, d'accord, pourquoi pas. Il l'a mis dans un bar. Quand Isabelle explique aujourd'hui, c'était un bar, un sale bar. Bon, c'était pas vraiment un bar chic. Donc, les bars du quartier, là. Elle s'est assise là-bas avec lui. Elle a dit, maman, j'ai pris une Beaufort Light. Une Beaufort Light glacée. Le gars a pris une Malta. On s'est assis, on a bu. Le gars s'est levé après. Il a dit, bon, maman, je reviens, je prends un coup de fil, je reviens. Elle a dit, d'accord. Elle est restée assise, elle attend. Il ne vient pas, elle attend, il ne vient pas. Comme c'était juste une Beaufort, elle a dit, ah, je paye ma Beaufort, je passe, c'est combien? C'est 650. Elle appelle le barman. Que papa, pardon, viens, j'attends mon ami, ne vient pas, viens prendre l'argent. Le barman vient, il dit que tu as bu une Beaufort Light glacée. Elle dit oui. Le barman dit c'est 500 000. Elle dit, hey, 500 000 comment? La Beaufort c'est 650 ou c'est 500 000. Le barman dit, tu es déjà venu dans ce bar. Elle dit que le bar c'est au niveau de Biémassi. Un sale bar. Le barman dit, tu es déjà venu ici. Elle dit non, qui t'a amené ici? Elle dit que c'est mon ami. Ton ami est où? Il est parti. Maman, l'argent que tu vas payer là, c'est 500 000. Elle commence, et il dit que si tu ne payes pas les 500 000 là, tu vas mourir. Viens avec les 500 000 ici, je vais te dire où tu vas donner. Si tu ne donnes pas ça avant minuit, tu vas mourir. C'est comme ça que sa mère s'est dépêchée au marché Mendon. Le jour là, tout le marché Mendon était dehors. On cotisait l'argent parce que c'était pas une histoire vulgaire, c'était une histoire que les gens avaient déjà écoutée du côté de Damas. Donc, c'est pas une histoire. Les mamans ont dit, hey, on a écouté ça à Damas, oh, cherche l'argent. Elle a pris on a cotisé l'argent, elle a donné à sa fille. Ils sont rentrés dans le sale bar à Biémassi. Le monsieur du bar dit que maman, ici là, ce n'est pas un bar ordinaire. Votre fille a été vendue ici. L'argent, si. Ce que vous allez faire, vous allez aller du côté de Miniferme. Si ceux de Biémassi connaissent, du côté de Miniferme, vous allez voir un fou. Il y a un fou là-bas. Il est sale. Il porte un pantalon bleu sale dans la poubelle. Les 500 000, si je ne vais pas toucher, si tu veux vivre, ma fille, prends les 500 000, tu pars de nos fous là. Il va te dire quoi faire. C'est comme ça que sa mère venait donc prêter l'argent. C'était pour ça que sa mère venait prêter l'argent au marché. Quand elle est arrivée avec sa fille, ils sont allés à Biémassi. Le barman les a indiqués, entrez comme ça, vous allez voir le fou. Tout le monde connaît le fou là. Il ne va pas passer inaperçu, vous allez le voir. Vous l'expliquez. Elle est allée avec sa maman. Elle explique au fou que voilà, je suis allée avec mon voisin au bar de tel. J'ai bu une Beaufort. Après, il m'a dit c'est 500 000. Si je ne donne pas, je meurs. Le fou a dit, ah, ok. Le fou commence à rire. Il prend un fût. Il dit, mets l'argent ici. La fille met. Il prend le briquet. Il dit, allume le feu. La fille allume. Il dit, lance dans l'argent. Elle lance dans le fût. Il dit, cours.
commence à courir jusqu'à chez vous, ta maman et toi, courez. Ils n'ont pas pris la moto, imaginez, de Biémassi, Carrefour Biémassi jusqu'à TKC. C'est vrai que c'est 200 motos, mais imaginez 2 personnes en train de courir, toi et ta maman. Elle commence à courir, sa maman, elle est courue. Il rit comme ça, mais c'était à l'époque, c'était vraiment le buzz, quoi. C'était frustrant. Elle arrive chez elle, elle entre. Le fou dit que dès que vous entrez, vous fermez la porte. Elle entre avec sa maman. Son père est venu toquer personne. Donc elle a dit, quelle que soit la personne, même les gens du marché sont arrivés chez eux, que même si c'est qui toque, c'était aux environs de 21h, 22h comme ça. Même si c'est qui toque, n'ouvrez pas. Fermez les portes, fermez les fenêtres, fermez tout. C'est comme ça alors que c'est ce qu'elle a fait avec sa fille. Ils sont allés dedans. Nous, ma mère et moi, nous sommes descendus. Il y avait tout le monde dans la cour. On dit qu'est-ce qui se passe dedans. Elle ne parle pas, sa fille ne parle pas. C'est là alors que le voisin rentre, il y a les gens dans la cour. Il rentre. Il bouscule les gens dans la cour, il bouscule les gens. Il cogne la porte, ouvre la porte. Isabelle, il faut que je te dise quelque chose maintenant. S'il sort, Isabelle dit, je ne sors pas. Sa mère se met dedans. Il cogne. On l'arrête, on dit que c'est quoi? Il dit que non, Isabelle doit sortir. Elle doit sortir. Donc, c'était comme la folie à TK. Si les gens qui ont grandi à TK à l'époque, ils vont comprendre. C'était grave. On arrête le gars. Le gars dit que non, elle doit sortir. Elle a bu sa Beaufort Light, elle doit payer. On dit que c'est quel Beaufort Light qui coûte 500 000. Depuis le jour là, moi-même, j'ai peur de boire. Et je me rappelle même quand je partais au bar, même avec les copines, je demandais toujours le prix. Que c'est combien? Parce que le monsieur en question, je reviens, le monsieur en question, le barman avait dit à la fille, est-ce que tu m'as demandé combien coûtait ta bière? Si tu me demandais combien coûtait ta bière, tu n'allais jamais payer les 500 000 ici. Tu n'allais jamais payer ça, c'était ta dette. C'est comme ça qu'à minuit, nous, on était déjà fatigués, on a dit, ok, le matin, la maman va nous raconter, chacun est rentré chez soi. Même les parents, même le père de la fille, les frères de la fille ont dormi dehors. La porte, elle est restée fermée. Jusqu'au matin, on est venu trouver le cadavre de son voisin devant la porte. Il était déjà sec, noir, comme s'il est mort. Je sais pas, il était décomposé. Je peux même pas expliquer, c'était affreux. C'était une histoire, c'était pour dire aux filles que apprenez à demander le prix de vos boissons. On ne sait pas. Le njo aussi, ce n'est pas bon. Quand vous ne connaissez pas bien quelqu'un, ne partez pas vous asseoir à cause d'une bière comme ça. Elle, aujourd'hui, elle est vivante. Elle a raconté son histoire à plusieurs personnes, d'autres ont vécu. Et voilà, je voulais partager ça ici avec vous. Merci. Merci beaucoup, Flore, pour l'histoire. Bonsoir, parole de Dieu. Oui, je vais raconter l'histoire des régimes de plantains qui ont disparu derrière un taxi. Yeah. Un taximan qui m'a raconté l'histoire, je crois, c'était dimanche. Lui-même, il a vécu la chose. Il me dit qu'il est allé sur la route de Soie et il a porté des mamans vers 22h. Des mamans qu'il a trouvées au bord de la route. Elles avaient des régimes de plantains et puis des gigots de viande de brousse. Il est descendu de son véhicule, il les a aidés à mettre les bagages derrière son taxi lui-même. Il a fermé, il les a transportés jusqu'à destination ici à Yaoundé. Et quand les mamans sont descendues, il leur dit de prendre leurs bagages qui sont derrière sa voiture. Les mamans disent qu'elles n'ont rien mis derrière. Il leur a seulement dit que la sorcellerie que vous voulez faire là, ça va se retourner contre vous-même. Il est allé regarder derrière sa voiture, tout avait disparu, il n'y avait rien. Il est rentré chez lui, il est allé raconter à son oncle le lendemain matin. Son oncle l'a amené voir un tradit praticien. Ils l'ont blindé, ils l'ont traité et il est allé garer sa voiture à la station comme il fait d'habitude. 2 jours après, quand il revient le matin, quand il a garé sa voiture comme tous les soirs, le lendemain matin, 2 jours après, quand il revient pour démarrer sa voiture, il trouve les régimes de plantains là qui avaient pourri derrière la voiture. Tout ce qui avait disparu était réapparu, mais pourri. Il dit qu'il a seulement appelé tout le monde. Les gens étaient étonnés. On regardait que mais ça sort d'où? Il dit que c'est ce que je vous racontais qui avait disparu là. C'est réapparu pourri. Il a nettoyé sa voiture, il a lavé. Donc la leçon de morale qui ressort de cette histoire, c'est aux transporteurs urbains ou alors interurbains
faites attention et soyez vraiment des gens qui se protègent. Vous ne savez jamais qui vous transportez et qu'est-ce qu'on peut retourner contre vous. Donc faites attention à vos vies. Bonsoir à la communauté, tapotez et donnez beaucoup de cadeaux à DMG. Merci pour ce que tu fais. Sois béni. Bonne soirée. Donnez beaucoup de cadeaux à ceux qui racontent, s'il vous plaît. Merci. Et pour ajouter ce que tu dis là, quand tu fais dans les trucs de transport en commun, là, que ce soit même les trucs de la restauration, tu es dans l'alimentation et tout, les bars et tout. Les clients viennent avec leurs différents esprits. Parfois, c'est pour vous tenter. C'est-à-dire qu'il vient comme ça, il dépose un sac là, il part, il sait que tu vas rester prendre derrière. En tout cas, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Donc, il faut se méfier partout, dans n'importe quel. Même les gars qui partent à l'église. Donc, partent à l'église, là, il dépose son portefeuille sur la chaise, il sort, il part, il sait que quelqu'un va rester prendre derrière. C'est vrai. Donc, merci beaucoup pour l'histoire, parole de Dieu. De rien. Bonne soirée. Dans les commentaires. Bonne soirée.